Une épouse n'a retrouvé la mémoire que dans une décharge. Quand elle a entendu son mari et sa maîtresse parler de l'héritage, elle est restée immobile. Elle a rassemblé d'autres personnes pour élaborer un plan de vengeance. Un voyage marqué par la trahison et la justice. Avant d'entendre cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Amélie ouvrit lentement les yeux, sentant une douleur aiguë parcourir tout son corps. Le ciel au-dessus d'elle était nuageux et une odeur forte et désagréable envahissait ses narines. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de concentrer sa vision floue. Peu à peu, elle commença à distinguer les contours de ce qui l'entourait. Des montagnes de déchets s'élevaient autour d'elle comme des tours déformées. Elle essaya de bouger, mais son corps semblait trop lourd. Sa gorge brûlait et sa bouche avait un goût amer et métallique. Ses derniers souvenirs étaient confus, fragmentés. Elle se rappelait être chez elle, buvant du thé avec François, son mari. Après cela, tout n'était qu'un flou. « Au secours !» essaya-t-elle de crier. Mais sa voix ne sortit que comme un murmure rauque. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orangés, qui contrastait avec le paysage désolant de la décharge. Amélie rassembla toutes ses forces pour s'asseoir, s'appuyant sur une pile de cartons jetés. Alors qu'elle luttait pour s'orienter, des flashs de mémoire commencèrent à surgir. Le thé avait un goût différent cet après-midi-là. François avait insisté pour qu'elle boive jusqu'à la dernière goutte, disant que c'était un nouveau mélange spécial qu'il avait acheté. Son sourire semblait différent, presque cruel. « Madame, vous allez bien ?» Une voix féminine coupa ses pensées. Amélie tourna la tête avec difficulté et vit une femme d'âge moyen s'approcher, vêtue de vêtements simples et d'un foulard coloré sur la tête. À ses côtés, un homme grand et mince l'accompagnait, poussant une brouette. « Je ne sais pas », répondit Amélie, sa voix encore faible. « Où suis-je ?»« À la décharge municipale », répondit l'homme, s'approchant prudemment. « Je m'appelle Pierre et voici ma femme, Marie. On travaille ici en recyclant ce qu'on peut récupérer. Comment êtes-vous arrivé ici ?» Amélie essaya de se lever, mais ses jambes faiblirent. Marie courut pour la soutenir, la tenant par les épaules. « Doucement, mademoiselle, vous n'êtes pas en état. » D'autres souvenirs commencèrent à surgir. Une discussion animée avec François à propos de documents du bureau. Elle avait découvert quelque chose dans les tiroirs de son bureau, quelque chose d'important, des papiers qu'elle n'aurait pas dû voir. Et puis, le thé. « Mon mari », murmura Amélie, sentant un frisson parcourir son échine. « Il m'a fait quelque chose. » Marie et Pierre échangèrent des regards inquiets. « On va vous emmener chez nous », dit Marie avec détermination dans la voix. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est propre et sûr. Vous avez besoin de soins. » Pendant que Pierre improvisait un siège dans la brouette avec quelques cartons propres, Amélie commença à se rappeler plus de détails. Les documents qu'elle avait trouvés étaient des falsifications de sa signature, transférant tout son patrimoine à François en cas d'absence. Et il y avait aussi des photos de lui avec une autre femme, dans des situations intimes. « Il faut appeler la police », dit Amélie, mais Marie fit un geste négatif de la tête. « D'abord, vous devez vous remettre, on pensera au reste après. » « Venez, notre maison n'est pas loin d'ici. » Pendant le trajet, Amélie observait le paysage changer progressivement. La décharge cédait la place à une communauté simple, avec des maisons petites mais bien entretenues. Son esprit continuait de traiter les informations qui revenaient peu à peu. François, son mari depuis 5 ans, avait tout planifié méticuleusement. Le patrimoine qu'elle avait hérité de ses parents, l'entreprise familiale, tout serait entre ses mains si son plan avait réussi. La maison de Marie et Pierre était modeste mais accueillante. Un petit jardin avec des fleurs colorées décorait l'entrée, contrastant avec la dure réalité de leur travail à la décharge. Marie aida Amélie à s'installer sur un canapé simple mais propre, tandis que Pierre allait préparer un thé. À la mention de la boisson, Amélie frissonna visiblement. « Ne vous inquiétez pas », dit Marie, percevant sa crainte. « Ici, vous êtes en sécurité. Je vais appeler un médecin que nous connaissons, le docteur Thomas. Il s'occupe de notre communauté et c'est une personne de confiance. » Amélie acquiesça, se sentant étrangement protégée dans cet environnement simple. En attendant le médecin, d'autres souvenirs continuaient de revenir. La voix de François au téléphone, organisant quelque chose avec sa maîtresse. Des plans pour un voyage après sa disparition, la froideur dans ses yeux quand il avait servi le thé. Le docteur Thomas arriva environ 1 heure plus tard. C'était un homme d'une 40aine d'années, avec des yeux bienveillants et un sourire réconfortant.
Il examina Amélie avec soin, posant des questions précises sur ses symptômes et ce dont elle se souvenait. « Vous avez eu de la chance, dit-il, après avoir terminé l'examen. Il semble que votre organisme ait réagi à ce que vous avez ingéré, en expulsant une grande partie de la substance. Mais nous devons faire des examens plus détaillés pour en être sûrs. » Amélie serra la main de Marie, qui ne l'avait pas quittée un seul instant. « Comment puis-je vous remercier ?»« Pas besoin de nous remercier, répondit Marie avec un sourire chaleureux. Parfois, Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin justement dans les moments les plus difficiles. » Alors que le soleil finissait de se coucher, lançant les dernières lueurs du jour à travers la fenêtre simple de la maison, Amélie commença à ressentir quelque chose au-delà de la peur et de la confusion, de la détermination. François avait essayé de tout lui prendre, sa vie, sa dignité, son patrimoine. Mais il avait échoué et maintenant, elle avait des alliés inattendus. Le docteur Thomas promit de revenir le lendemain avec des médicaments et un plan pour réaliser des examens sans éveiller les soupçons. Marie prépara un lit improvisé pour Amélie, et pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée à la décharge, elle sentit qu'elle pourrait se reposer. Allongée dans l'obscurité, écoutant les sons nocturnes de la communauté, Amélie commença à esquisser mentalement ses prochaines étapes. François devait payer pour ce qu'il avait fait, mais elle devrait être plus intelligente que lui. Avec l'aide de ces nouvelles amitiés improbables, elle aurait peut-être une chance de récupérer non seulement sa vie, mais aussi sa dignité. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce moment terrible ne serait que le début d'un voyage qui changerait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et que parmi les personnes que le destin avait mises sur son chemin, se trouvait quelqu'un qui transformerait son histoire de résilience en quelque chose de encore plus spécial. L'aube apporta avec elle une clarté qu'Amélie n'attendait pas. Assise sur la petite véranda de la maison de Marie et Pierre, une tasse de café dans les mains, cette fois préparée par Marie avec tout son amour, elle commença à organiser ses pensées. Le docteur Thomas avait promis de revenir ce matin-là, et elle devait avoir l'esprit lucide pour les décisions qu'elle devrait prendre. Les souvenirs des derniers mois commençaient à s'assembler comme les pièces d'un sombre puzzle. François avait subtilement changé après qu'elle ait hérité de la maison d'édition de ses parents. Au début, c'était de petites choses. Des suggestions insistantes sur des investissements, des commentaires sur la façon dont elle devrait lui faire davantage confiance pour gérer le patrimoine, des réunions mystérieuses qu'il disait avoir avec des clients importants. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda Marie, s'asseyant à côté d'elle avec son propre café. « Plus forte » répondit Amélie, observant le mouvement de la communauté qui s'éveillait. « Et plus lucide aussi. Marie, je dois vous dire quelque chose d'important. » Amélie partagea alors avec Marie l'histoire de la maison d'édition, une entreprise familiale qui avait grandi sur 3 générations. Ses parents avaient déconstruit un empire littéraire respecté, publiant des œuvres allant des classiques de la littérature aux auteurs contemporains prometteurs. Quand ils avaient pris leur retraite, ils avaient tout laissé sous sa responsabilité. « C'est à ce moment-là que j'ai rencontré François », continua Amélie. « Il est apparu à la maison d'édition comme consultant financier, plein d'idées brillantes et avec un charme irrésistible. 6 mois plus tard, nous étions mariés. » Marie écoutait attentivement, ses yeux révélant une sagesse qui venait de l'expérience de la vie. « Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être, n'est-ce pas ?» « En effet, » acquiesça Amélie. « Il y a 3 jours, j'ai trouvé des documents dans son bureau. Des papiers avec ma signature falsifiée, transférant la maison d'édition et tous les biens à son nom. Et des photos de lui avec Chloé, mon assistante personnelle. » La révélation fit Marie s'étouffer avec son café. « Votre propre assistante ?»« Oui, maintenant je vois les signes que j'ai ignorés. Les horaires prolongés au travail, les messages tardifs qu'elle disait être à propos de manuscrits urgents. Tout était là, juste sous mon nez. » Le bruit d'une voiture qui approchait interrompit la conversation. C'était le docteur Thomas, arrivant comme promis. Il apportait non seulement des médicaments, mais aussi un plan. « J'ai réussi à vous obtenir des rendez-vous pour des examens dans une clinique discrète, » expliqua-t-il. « Nous devons documenter les substances qui ont été utilisées. De plus, j'ai amené quelqu'un qui peut nous aider. » Une femme élégante descendit de la voiture. « Voici Mi. Sophie, une amie avocate qui travaille sur des causes spéciales. » Sophie salua tout le monde avec un sourire aimable, mais ses yeux révélaient une détermination professionnelle. « Le docteur Thomas m'a raconté votre situation, Amélie.
Nous devons agir avec intelligence et prudence. » Au cours des 2 heures suivantes, le groupe discuta de stratégie. Sophie expliqua qu'il devait rassembler des preuves concrètes, les documents falsifiés, les registres des substances utilisées dans le thé, des témoins des changements de comportement de François. « Il doit être en train de célébrer maintenant, » dit Amélie, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Il pense probablement qu'il a réussi à se débarrasser de moi. » « Et c'est notre avantage, » répondit Sophie. « Pendant qu'il se sent en sécurité, nous pouvons travailler en coulisses. J'ai des contacts qui peuvent nous aider à accéder aux caméras de sécurité de votre maison, aux relevés bancaires, tout ce dont nous avons besoin. » Pierre, qui était resté silencieux jusque-là, s'exprima. « Vous pouvez utiliser notre maison aussi longtemps que nécessaire. Ici, personne ne viendra chercher. » Amélie sentit des larmes lui monter aux yeux. « Vous me connaissez à peine. Nous en connaissons assez, » interrompit Marie. « Nous voyons votre cœur et cela suffit. » Le docteur Thomas passa les minutes suivantes à examiner à nouveau Amélie. Ses signes vitaux étaient plus forts, mais il insista sur l'importance d'examens complets. « Nous devons tout documenter, » souligna-t-il. Pendant que le médecin prenait des notes sur son bloc, Amélie observait le mouvement de la rue à travers la fenêtre. Des enfants jouaient, des voisins discutaient, la vie suivait son cours normal. C'était un monde complètement différent du sien, mais qui représentait maintenant un refuge sûr. « Il y a autre chose, » dit Sophie, sortant quelques papiers de son dossier. « J'ai trouvé des enregistrements d'un compte offshore au nom de François. Les mouvements ont commencé exactement à l'époque où vous avez hérité de la maison d'édition. » La révélation frappa Amélie comme un coup de poing. Toute la relation n'avait été qu'une farce, un plan méticuleusement élaboré pour s'emparer de son patrimoine. Les souvenirs des moments heureux semblaient maintenant ternis, contaminés par la vérité qui émergeait. « Nous allons tout récupérer, » assura Sophie. « Mais nous devons être plus intelligents qu'eux. François et Chloé doivent continuer à croire que leur plan a fonctionné. » Le reste de la matinée fut consacré à structurer un plan d'action. Sophie avait de l'expérience dans des cas similaires et savait exactement quelles étapes devaient être suivies. Le docteur Thomas offrit sa clinique comme point d'appui pour toute urgence. Marie et Pierre transformèrent leur modeste maison en une véritable forteresse de protection. Ce qu'Amélie ne savait pas encore, c'était que ce groupe improbable d'alliés ne l'aiderait pas seulement à récupérer ce qui lui appartenait de droit, mais ouvrirait également des portes vers un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et que parmi ces gens simples et authentiques, elle trouverait bien plus que la justice. Elle trouverait un nouveau sens au mot « famille ». Une semaine s'écoula depuis qu'Amélie avait trouvé refuge dans la maison de Marie et Pierre. Les jours s'étaient installés dans une routine tranquille, très différente de la vie agitée qu'elle menait auparavant. Le matin, elle aidait Marie aux tâches ménagères, apprenant à trouver de la satisfaction dans les choses simples. L'après-midi, elle se réunissait avec Sophie pour développer sa stratégie juridique, tandis que les visites régulières du docteur Thomas assuraient sa récupération physique. Ce matin-là en particulier, alors qu'elle aidait Marie à trier des matériaux recyclables dans la cour, Amélie réalisa à quel point sa perspective de vie avait changé. « Tu sais, Marie, » commenta-t-elle en séparant des bouteilles en plastique, « avant, je ne donnais pas de valeur à tant de choses. Je courais de réunion en réunion, préoccupée par les délais et les profits. » Marie sourit, son visage marqué par le soleil révélant des lignes de sagesse. « Parfois, nous avons besoin de tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Regarde ces bouteilles. Pour beaucoup, c'est des déchets, mais pour nous, c'est une opportunité de recommencer. » Le bruit d'une voiture qui se garait interrompit la conversation. C'était Sophie, arrivant plus tôt que d'habitude, avec une expression animée sur le visage. « Amélie, j'ai des nouvelles importantes, » annonça-t-elle en entrant dans la cour avec un gros dossier sous le bras. À l'intérieur de la modeste maison, Sophie étala des documents sur la table de la cuisine. « Nous avons obtenu l'accès au relevé bancaire de François. Au cours des 6 derniers mois, il a effectué d'importants transferts vers un compte aux îles Caïmans. » « Et devinez qui est le deuxième titulaire ?»« Chloé, » répondit Amélie, sentant un pincement au cœur en prononçant le nom de son ancienne assistante. « Exactement. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Les transferts ont été effectués en utilisant les ressources de la maison d'édition, ce qui constitue un détournement de fonds de l'entreprise. » Pendant qu'elle discutait des détails juridiques, le docteur Thomas arriva pour sa visite quotidienne, accompagné d'un garçon d'environ 12 ans. « Voici Lucas, présenta-t-il. Mon fils adoptif. »
D'habitude, il reste avec la voisine quand je travaille, mais aujourd'hui, elle avait un rendez-vous. Lucas était un garçon timide, avec des yeux curieux qui observaient tout autour de lui. Amélie ressentit une connexion immédiate avec lui, surtout quand elle remarqua le livre qu'il portait sous le bras. Une ancienne édition publiée par sa maison d'édition. « Tu aimes lire, Lucas ?» demanda Amélie pendant que le docteur Thomas discutait avec Sophie des derniers examens. Le visage du garçon s'illumina. « J'adore, c'est mon livre préféré. Papa Thomas m'apporte toujours des livres d'occasion, mais c'est difficile de trouver les bons. » Amélie sourit, sentant une idée se former dans son esprit. « Tu sais, je travaillais avec des livres avant. Peut-être qu'on pourrait lire ensemble un de ces jours. » La suggestion transforma la timidité de Lucas en enthousiasme. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'établit. Tous les après-midi, après l'école, Lucas venait à la maison de Marie et Pierre pour des séances de lecture avec Amélie. Elle découvrit que le garçon avait une imagination extraordinaire et un talent naturel pour créer des histoires. « Tu devrais écrire tes propres histoires », suggéra Amélie un jour, après que Lucas ait partagé une de ses idées fantastiques. « Tu crois vraiment ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'espoir. « J'en suis certaine. En fait, quand tout cela sera terminé, qui sait, on pourrait peut-être travailler ensemble là-dessus. » La présence de Lucas apporta une nouvelle dimension à la vie d'Amélie. Entre les stratégies juridiques et les preuves en cours de collecte, les moments avec le garçon étaient comme des rayons de soleil dans des jours nuageux. Le docteur Thomas observait l'interaction des deux avec un sourire discret, remarquant comment son fils s'épanouissait avec l'attention d'Amélie. Un après-midi, alors que Lucas était absorbé par sa lecture, le docteur Thomas s'approcha d'Amélie. « Il ne s'est jamais ouvert comme ça à personne avant », commenta-t-il à voix basse. « Depuis que je l'ai adopté, il y a 2 ans, il a toujours été très réservé. Vous avez un don spécial avec lui. » Amélie sentit son cœur se réchauffer à ce commentaire. « C'est un garçon extraordinaire. Il me rappelle pourquoi je suis tombée amoureuse du monde des livres en premier lieu. » Pendant ce temps, Sophie continuait à construire le dossier contre François et Chloé. Les preuves s'accumulaient. Documents falsifiés, transferts suspects, témoins du comportement contrôlant de François. Mais pour Amélie, quelque chose avait changé. Sa quête de justice n'était plus motivée uniquement par la colère ou le désir de vengeance. « Tu sais, » dit-elle à Marie un soir alors qu'elles observèrent les étoiles depuis la véranda, « quand je me suis réveillée dans cette décharge, je pensais que ma vie était finie. Mais maintenant, je réalise qu'elle ne faisait que commencer. » Marie serra sa main affectueusement. « Parfois, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, n'est-ce pas ?» Le commentaire fit réfléchir Amélie sur la façon dont le destin avait conspiré pour mettre toutes ces personnes dans sa vie. Marie et Pierre, avec leur amour inconditionnel, Sophie avec sa détermination inlassable, le docteur Thomas avec sa gentillesse réconfortante, et Lucas, qui sans le savoir, aidait à guérir son cœur meurtri. Ce qu'Amélie ne savait pas encore, c'est que l'univers lui réservait d'autres surprises. Bientôt, une nouvelle personne entrerait dans sa vie, quelqu'un qui partagerait non seulement son amour des livres, mais aussi ses rêves les plus profonds. Mais pour l'instant, elle se permit de profiter de ce moment de paix entourée de sa nouvelle et improbable famille. Le matin commença différemment ce jour-là. Sophie était arrivée avec des nouvelles qui allaient changer le cours des événements. Assis autour de la table de la cuisine de Marie, le groupe discutait des prochaines étapes du plan qu'ils élaboraient depuis des semaines. « Les preuves sont irréfutables », expliqua Sophie, étalant des documents sur la table. « Nous avons des relevés de tous les transferts frauduleux, les falsifications de signatures, et 3 employés de la maison d'édition prêts à témoigner du comportement suspect de François et Chloé. » Amélie observait les papiers avec un mélange d'émotions. Parmi eux se trouvait une photo récente de François et Chloé prise par un détective privé. Ils étaient dans un restaurant luxueux, célébrant quelque chose avec des coupes de champagne. L'image fit son estomac se retourner. « Ils pensent qu'ils sont en sécurité », continua Sophie. François a même commencé à faire des changements dans la maison d'édition, licenciant d'anciens employés et amenant des personnes de confiance. Mais il a commis une erreur cruciale. Il n'a pas attendu le délai légal nécessaire pour déclarer votre disparition. Le docteur Thomas, qui assistait à la réunion avec Lucas, ajouta « Les examens toxicologiques sont également prêts. Nous avons trouvé des traces significatives de la substance dans votre organisme. C'est une preuve concrète de la tentative d'empoisonnement. » Lucas, qui était assis à côté d'Amélie en dessinant dans son cahier,
leva les yeux avec inquiétude. Amélie remarqua son malaise et caressa doucement ses cheveux. « Tout va bien, mon chéri. Continue ton dessin. » Marie servit du café à tout le monde pendant que Pierre, qui venait de rentrer du travail à la décharge, se joignait au groupe. « Que devons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, sa voix révélant l'inquiétude de quelqu'un qui considérait déjà Amélie comme faisant partie de la famille. « Le moment est venu d'agir, » répondit Sophie. « J'ai monté une stratégie avec la police. Nous allons les prendre par surprise, mais nous devons être très prudents. » Alors qu'ils discutaient des détails du plan, quelqu'un frappa à la porte. Marie alla ouvrir et revint accompagnée d'un jeune homme, apparemment dans la trentaine, portant un sac à dos usé et quelques livres. « Amélie, voici mon petit frère Nicolas, » présenta Marie. « Il est écrivain et passe quelque temps avec nous. » Nicolas avait un sourire gentil et des yeux expressifs qui captèrent immédiatement l'attention d'Amélie. Il salua tout le monde avec simplicité, mais quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Amélie, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. « Désolé d'interrompre, » dit-il. « Je peux revenir plus tard. »« Non, restez, » insista Sophie. « En fait, votre présence pourrait être utile. En tant qu'écrivain, vous devez bien comprendre le marché de l'édition. » Nicolas s'assit à la table et Amélie remarqua que Lucas s'intéressa immédiatement aux livres qu'il portait. « Ce sont les vôtres ?» demanda timidement le garçon. « Oui, » répondit Nicolas en souriant. « Celui-ci est mon dernier roman. Tu veux y jeter un coup d'œil ?» Pendant que Lucas feuilletait le livre avec intérêt, Sophie continuait d'expliquer le plan. Nicolas écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions pertinentes sur le fonctionnement de la maison d'édition et le marché littéraire. « Vous savez, commenta-t-il à un moment donné, j'ai toujours rêvé de publier chez votre maison d'édition. Elle a une réputation incroyable dans le milieu littéraire, surtout pour le traitement qu'elle réserve aux auteurs débutants. » Amélie sentit une chaleur dans sa poitrine en entendant ces mots. C'était exactement l'héritage que ses parents avaient construit. Une maison d'édition qui valorisait non seulement les grands noms, mais aussi les nouveaux talents. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le groupe se dispersa. Sophie partit pour finaliser les préparatifs avec la police, le docteur Thomas ramena Lucas à la maison et Pierre alla se reposer. Marie s'occupa des tâches ménagères, laissant Amélie et Nicolas seuls sur la véranda. « Alors, commença-t-il, quel genre de livre aimez-vous le plus ?» Cette simple question déclencha une conversation profonde sur la littérature, l'art et la vie. Amélie découvrit que Nicolas n'était pas seulement un écrivain talentueux, mais aussi un observateur sensible de la nature humaine. Ses histoires se concentraient sur des personnages qui affrontaient l'adversité et trouvaient la force intérieure pour la surmonter. « Je crois que chaque personne porte en elle une histoire extraordinaire, » expliqua-t-il. « Parfois, nous avons juste besoin du courage pour la raconter. » Amélie sentit quelque chose s'éveiller en elle, non seulement l'amour des livres qui l'avait toujours animée, mais une nouvelle perspective sur sa propre histoire. Pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans cette décharge, elle entrevit des possibilités au-delà de la quête de justice. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons orange et roses, alors qu'ils continuaient à discuter. Nicolas partagea ses rêves littéraires, ses luttes en tant qu'écrivain indépendant et sa décision de passer du temps avec sa sœur pour trouver l'inspiration pour son prochain livre. « Je pense que j'ai trouvé plus d'inspiration que prévu, » dit-il, regardant Amélie de manière significative. À ce moment-là, même avec toutes les incertitudes qui planaient encore sur son avenir, Amélie ressentit une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Le destin, dans sa mystérieuse sagesse, ne lui avait pas seulement donné une seconde chance, mais avait également mis sur son chemin des personnes qui réécrivaient son histoire d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le jour se leva avec une énergie différente dans la maison de Marie et Pierre. C'était le jour où le plan serait mis en action. Amélie se réveilla tôt, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Pendant qu'elle prenait son café dans la cuisine, Nicolas entra, portant son inséparable carnet de notes. « Bonjour », dit-il avec un sourire chaleureux. « Prête pour le grand jour ?» Amélie acquiesça, essayant de garder son calme. « Autant que possible. C'est étrange, tu sais. Une partie de moi veut que cela se termine vite. Une autre partie craint ce qui vient après. » Nicolas s'assit à côté d'elle, ses yeux reflétant la compréhension. « Je comprends. Parfois, la fin d'un chapitre nous effraie autant que le début du suivant. Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. »
Ces paroles apportèrent du réconfort à Amélie, qui sourit avec gratitude. Ces derniers jours, les conversations avec Nicolas étaient devenues un refuge, un espace où elle pouvait exprimer librement ses peurs et ses espoirs. Sophie arriva peu après, accompagnée de 2 enquêteurs. Le salon modeste de Marie et Pierre se transforma en un centre d'opérations improvisées. Des cartes de la ville furent étalées sur la table, accompagnées de photos de surveillance montrant les mouvements récents de François et Chloé. « Voici le plan », commença Sophie, sa voix ferme et déterminée. François a une réunion prévue à la maison d'édition à 14 heures. Chloé sera avec lui. Nos informateurs ont confirmé qu'ils ont l'intention d'annoncer des changements majeurs dans l'entreprise, y compris votre absence permanente, Amélie. Amélie sentit un nœud dans la gorge, mais garda son calme. Nicolas, percevant sa tension, posa doucement sa main sur la sienne, offrant un soutien silencieux. Sophie continua. « Nous allons les intercepter avant la réunion. La police sera positionnée à des points stratégiques. Amélie, vous resterez dans un endroit sûr avec l'un des enquêteurs, prête à faire l'identification dès qu'ils seront arrêtés. » Le docteur Thomas, qui était arrivé pour offrir un soutien médical si nécessaire, ajouta « N'oubliez pas, Amélie, votre santé et votre bien-être sont la priorité. Si à un moment donné vous vous sentez dépassé, prévenez-moi immédiatement. » Les heures qui suivirent furent consacrées à une préparation intense. Amélie revit sa déclaration plusieurs fois avec Sophie, tandis que les enquêteurs finalisaient les détails logistiques. Marie prépara un déjeuner copieux pour tous, insistant sur le fait que personne ne devrait affronter une journée aussi importante, le ventre vide. Quand vint enfin le moment de partir, Amélie sentit une vague d'émotion la submerger. Elle regarda cette pièce, ces personnes qui étaient devenues sa famille ces dernières semaines. Marie l'étreignit fort, murmurant des mots d'encouragement. Pierre, toujours plus réservé, serra sa main fermement, ses yeux exprimant plus que des mots ne pourraient le faire. Nicolas s'approcha en dernier. « Souviens-toi, dit-il, sa voix douce, tu es l'héroïne de cette histoire, et toute héroïne affronte son moment de vérité. » Amélie acquiesça, se sentant renforcée. Avant de partir, elle prit le livre qu'elle lisait avec Lucas, un rappel de l'avenir pour lequel elle se battait. Le trajet jusqu'au centre-ville fut tendu. Amélie observait les rues défiler par la fenêtre de la voiture, se remémorant sa vie d'avant, qui semblait maintenant si lointaine. L'enquêteur à ses côtés maintenait un contact constant avec l'équipe, mettant à jour la position de François et Chloé. Finalement, ils arrivèrent à l'endroit désigné, un café discret à quelques pâtés de maison de la maison d'édition. De là, Amélie pourrait tout observer sans être vue. Sophie se positionna stratégiquement sur le trottoir, faisant semblant de parler au téléphone, tandis que d'autres policiers en civil se mêlaient aux passants. Le cœur d'Amélie s'accéléra quand elle vit la voiture de François approcher. Il se gara et descendit, ouvrant la porte à Chloé. Les deux semblaient détendus, même souriants, complètement inconscients de ce qui allait se passer. C'est à ce moment-là que tout se déroula rapidement. Des voitures de police surgirent de toutes les directions, bloquant toute voie de fuite. Sophie donna le signal et les policiers avancèrent. L'expression de choc sur le visage de François, lorsqu'il fut abordé, était une image qu'Amélie savait qu'elle n'oublierait jamais. Chloé tenta de s'enfuir, mais fut rapidement appréhendée. En quelques minutes, tous deux étaient menottés, placés dans des voitures séparées. L'enquêteur à côté d'Amélie toucha doucement son épaule. « C'est l'heure, dit-il. Êtes-vous prête ?» Amélie prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Ce moment marquerait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie, mais aussi le début de quelque chose de nouveau et d'inconnu. D'un signe de tête décidé, elle sortit du café, prête à affronter son passé et à réclamer son avenir. Alors qu'elle marchait vers les voitures de police, Amélie sentit le poids de toutes ces semaines d'angoisse, de peur et d'incertitude se dissiper. Chaque pas la rapprochait non seulement de la justice, mais aussi d'une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus sage et, étonnamment, plus pleine d'espoir. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce moment de triomphe ne serait que le début d'un voyage bien plus grand. Un voyage qui la conduirait non seulement de retour à son ancienne vie, mais vers un avenir rempli de possibilités qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Le bureau du commissariat était plongé dans un silence tendu. Amélie était assise devant un bureau en métal froid, ses mains entrelacées sur ses genoux pour dissimuler un léger tremblement.
Sophie était à ses côtés, une présence réconfortante et ferme. De l'autre côté de la pièce, séparée par une cloison vitrée, se trouvaient François et Chloé, chacun dans une salle d'interrogatoire. L'inspecteur chargé de l'affaire, un homme d'âge mûr nommé Dubois, entra dans la pièce avec un épais dossier. « Mademoiselle Amélie, commença-t-il, sa voix grave mais douce, « nous sommes prêts à commencer si vous l'êtes. » Amélie acquiesça, sentant une vague de détermination remplacer sa nervosité initiale. « Je suis prête. » L'interrogatoire de François fut le premier. À travers la vitre, Amélie observa son ex-mari, un homme qu'elle avait autrefois aimé qui semblait maintenant plus petit et beaucoup moins intimidant que dans ses souvenirs récents. Lorsqu'il fut confronté aux preuves, les documents falsifiés, les transferts bancaires suspects, les témoignages des employés de la maison d'édition, François tenta d'abord de maintenir sa façade d'innocence. « C'est un malentendu », insista-t-il, son charme habituel paraissant maintenant forcé et faux. « Amélie et moi avions un accord. Elle voulait que je prenne plus de responsabilités dans l'entreprise. » C'est alors que l'inspecteur Dubois posa sur la table les résultats des examens toxicologiques d'Amélie. Le visage de François pâlit visiblement. « Et ceci, monsieur François ?» interrogea Dubois. « Cela faisait-il aussi partie de l'accord d'empoisonner votre femme ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie sentit un pincement au cœur en voyant le masque de François finalement tomber. Ses yeux, auparavant pleins de fausses inquiétudes, révélèrent maintenant une froideur calculatrice qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Elle n'aurait pas dû survivre », murmura François, plus pour lui-même que pour les autres dans la pièce. Ces mots frappèrent Amélie comme un coup de poing. Sophie serra son épaule en soutien, tandis que l'inspecteur Dubois continuait de faire pression sur François, qui peu à peu commença à révéler les détails de son plan. L'interrogatoire de Chloé fut tout aussi révélateur. Confrontée aux preuves et à la confession partielle de François, elle commença rapidement à se défendre, rejetant la plupart de la faute sur lui. « C'était son idée !» s'exclama-t-elle, des larmes de désespoir coulant sur son visage. « J'ai juste fait ce qu'il m'a dit. Il a dit que personne ne serait blessé. » Amélie observait tout avec un mélange d'horreur et de fascination. Les personnes en qui elle avait eu confiance, qui faisaient partie de sa vie quotidienne, avaient froidement planifié sa mort pendant des mois. Lorsque les interrogatoires furent terminés, l'inspecteur Dubois revint dans la pièce où Amélie et Sophie attendaient. « Nous avons des confessions partielles des deux », informa-t-il. « Avec les preuves que nous avons rassemblées, l'affaire est pratiquement irréfutable. » Sophie acquiesça satisfaite. « Et qu'en est-il de la sécurité d'Amélie ? Ils resteront en détention sans possibilité de libération sous caution, » assura Dubois. « Mais je recommande que mademoiselle garde un profil bas pour l'instant, au moins jusqu'au procès. » Amélie acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. C'était la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle réalité qu'elle devait encore assimiler. En sortant du commissariat, il faisait déjà nuit. Nicolas attendait dehors, son visage mêlant inquiétude et soulagement. En voyant Amélie, il s'approcha immédiatement, offrant une étreinte qu'elle accepta avec gratitude. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. Amélie prit une profonde inspiration, sentant la chaleur réconfortante de l'étreinte de Nicolas. « Honnêtement, je ne sais pas. Soulagée, effrayée, épuisée, tout à la fois. »« C'est compréhensible, » dit Nicolas s'écartant doucement pour la regarder dans les yeux. « Tu as traversé quelque chose d'inimaginable, mais rappelle-toi, cela ne définit pas qui tu es. » Ces paroles touchèrent profondément Amélie. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle pouvait vraiment respirer, que l'avenir, bien qu'incertain, n'était plus une menace constante. Sophie s'approcha, interrompant le moment. « Amélie, nous devons discuter des prochaines étapes. » La maison d'édition vaut bien, il y a beaucoup à résoudre. Amélie acquiesça, mais se sentait submergée par la perspective de traiter tous ces sujets à ce moment-là. C'est alors que Nicolas suggéra quelque chose d'inattendu. « Et si on prenait un peu de temps ?» proposa-t-il. « Juste quelques heures. Je connais un café tranquille pas très loin d'ici. On pourrait prendre un chocolat chaud, peut-être parler de quelque chose de complètement différent, ou simplement rester en silence. » L'idée était tentante. Amélie regarda Sophie, qui sourit avec compréhension. « Allez-y, » dit l'avocate. « Demain, nous aurons le temps de gérer tout ça. Vous méritez un moment de paix. » Ainsi, Amélie et Nicolas partirent ensemble dans la nuit de la ville. Alors qu'ils marchaient côte à côte,
Amélie ressentit un étrange mélange d'émotions. Le soulagement de la conclusion de ce sombre chapitre de sa vie, l'appréhension de ce qui allait suivre, mais aussi, étonnamment, une petite étincelle d'espoir. Le café était exactement comme Nicolas l'avait décrit, accueillant et tranquille. Assis dans un coin discret, avec leur tasse de chocolat chaud, ils parlèrent de livres, de rêves et de possibilités. Pendant quelques heures, Amélie se permit d'oublier le traumatisme récent et simplement d'exister dans le moment présent. C'est là, dans ce café modeste, qu'Amélie commença à entrevoir les contours d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui, bien que non encore écrit, promettait d'être plein de découvertes, de croissance et, qui sait, d'un nouveau type de bonheur qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Les semaines qui suivirent l'arrestation de François et Chloé furent un tourbillon d'activités pour Amélie. Avec l'aide inlassable de Sophie, elle plongea dans le processus de reprise de contrôle de sa vie et de ses affaires. La maison d'édition, qui avait été le rêve de ses parents et sa propre passion pendant tant d'années, était dans un état chaotique après les manipulations de François. Par un matin ensoleillé, Amélie se retrouva debout devant l'imposant bâtiment qui abritait le siège de la maison d'édition. Elle respira profondément, sentant le poids de la responsabilité et en même temps une détermination renouvelée. Nicolas, qui était devenu une présence constante et réconfortante dans sa vie, était à ses côtés. « Prête ?» demanda-t-il doucement, offrant un sourire encourageant. Amélie acquiesça, redressant les épaules. « Il est temps de tourner cette page. » En entrant dans le hall, elle fut accueillie par des regards curieux et des chuchotements des employés. Beaucoup ne connaissaient pas encore toute la vérité sur ce qui s'était passé. Sophie, qui était déjà sur place, les rejoignit rapidement. « J'ai convoqué une réunion générale », informa l'avocate. « Je pense qu'il est important que vous parliez directement à tout le monde. » Dans le grand auditorium de la maison d'édition, Amélie affronta son premier grand défi, regagner la confiance de son équipe. D'une voix ferme, bien qu'intérieurement nerveuse, elle partagea une version résumée des événements récents, soulignant sa gratitude envers ceux qui étaient restés fidèles à la vision originale de l'entreprise. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont des doutes et des inquiétudes, » conclut-elle. « Je suis ici pour vous écouter et pour que nous travaillions ensemble à reconstruire non seulement la maison d'édition, mais la confiance qui est le fondement de toute entreprise prospère. » Les heures suivantes furent intenses, avec des réunions individuelles avec les chefs de département et un examen minutieux des décisions prises pendant son absence. Nicolas, bien qu'il ne fasse pas officiellement partie de l'équipe, offrit des perspectives précieuses du point de vue d'un auteur, aidant Amélie à se reconnecter avec l'essence créative qui avait toujours été le cœur de la maison d'édition. À la fin de cette première journée épuisante, Amélie se retrouva à nouveau dans le café où elle et Nicolas avaient partagé un moment de paix quelques semaines auparavant. Cette fois, cependant, ils n'étaient pas seuls. Marie, Pierre, le docteur Thomas et le petit Lucas se joignirent à eux pour une petite célébration. Au nouveau départ, porta un toast le docteur Thomas, levant sa tasse de café. Lucas, qui avait apporté l'un de ses cahiers de dessin, le tendit timidement à Amélie. « J'ai fait ça pour vous », dit-il, ses joues rougissant légèrement. Amélie ouvrit le cahier et sentit des larmes se former dans ses yeux. C'était un dessin simple mais plein de signification. Une femme debout devant une pile de livres, avec un soleil brillant en arrière-plan et les mots « Notre héroïne » écrits en lettres enfantines. « Merci, Lucas », murmura-t-elle, serrant le garçon dans ses bras. « Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Alors que la soirée avançait et que la conversation coulait, Amélie réfléchit à l'incroyable chemin que la vie avait tracé pour elle. De presque tout perdre à trouver une nouvelle famille et un nouveau but, chaque défi s'était transformé en une opportunité de croissance. Nicolas, remarquant son moment d'introspection, s'approcha. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À quel point la vie est imprévisible » répondit Amélie. « Et comment parfois nous devons perdre notre chemin pour trouver notre véritable voie ?» Il sourit, ses yeux brillants de compréhension. « Tu sais, en tant qu'écrivain, j'ai toujours cru que les meilleures histoires sont celles qui nous surprennent. Et la tienne, Amélie, est loin d'être terminée. » À ce moment-là, une idée commença à se former dans l'esprit d'Amélie. Une idée qui unirait son amour des livres, son expérience récente et les merveilleuses personnes que le destin avait mises sur son chemin. « Nicolas, dit-elle, une nouvelle excitation dans sa voix, que dirais-tu d'écrire un livre ensemble ?»
Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'intérêt. À propos de quoi? À propos des nouveaux départs. À propos de trouver de la force dans des endroits inattendus. À propos de construire une famille, non pas par le sang, mais par l'amour et la compréhension. La proposition attira l'attention de tous à table. Marie et Pierre échangèrent des regards d'approbation, tandis que le docteur Thomas souriait, imaginant déjà les possibilités thérapeutiques d'un tel projet. « Et je peux faire les illustrations ?» demanda Lucas avec enthousiasme. Amélie rit, ressentant une vague d'affection pour ce groupe insolite qui était devenu si important dans sa vie. « Bien sûr, Lucas. En fait, je pense que nous avons tous quelque chose à apporter à cette histoire. » Alors qu'ils discutaient des possibilités du projet, Amélie ressentit une excitation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Il ne s'agissait pas seulement d'écrire un livre, il s'agissait de transformer une expérience douloureuse en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait inspirer et aider d'autres personnes. En regardant autour de la table, vers les visages souriants et enthousiastes, Amélie réalisa qu'elle avait trouvé bien plus que la justice ou la récupération de ses biens matériels. Elle avait découvert une nouvelle définition de la richesse, basée sur des connexions authentiques, un soutien mutuel et la capacité de se réinventer. Alors que la soirée avançait et que les plans pour le livre prenaient forme, Amélie ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'avenir, qui semblait auparavant si incertain et effrayant, était maintenant rempli de possibilités excitantes. Et elle avait hâte de commencer ce nouveau chapitre de sa vie, avec un stylo dans une main et les mains de ses nouveaux amis et de sa famille dans l'autre. Les mois suivants apportèrent une routine intense mais gratifiante pour Amélie. Partageant son temps entre la restructuration de la maison d'édition et le projet de livre avec Nicolas, elle trouva un nouvel équilibre dans sa vie. Les matinées étaient consacrées à des réunions stratégiques et des décisions d'affaires, tandis que les après-midi et les soirées la voyaient souvent plongée dans des sessions d'écriture avec Nicolas. L'espace choisi pour ces sessions créatives était la petite librairie qu'Amélie avait décidé d'ouvrir dans le quartier où vivaient Marie et Pierre. C'était un endroit accueillant, avec des étagères en bois rustique et des fauteuils confortables dispersés dans les coins. L'arôme du café frais et des livres neufs remplissait l'air, créant une atmosphère parfaite pour l'écriture. Un après-midi particulièrement productif, Amélie et Nicolas étaient assis à une table au fond de la librairie, entourés de notes et d'ébauches de chapitres. Lucas, qui venait régulièrement après l'école, était concentré sur ses dessins pour le livre. « Tu sais, » commença Nicolas, s'adossant à sa chaise, « quand tu as suggéré que nous écrivions ensemble, je n'aurais jamais imaginé que ce serait une expérience aussi thérapeutique. » Amélie sourit, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Mettre ses expériences sur papier, transformer la douleur en prose, s'était révélé incroyablement cathartique. « C'est comme si chaque mot écrit était un pas vers la guérison, » réfléchit-elle. Lucas leva les yeux de son dessin curieux. « Tante Amélie, comment sait-on quand une histoire se termine ?» La question innocente du garçon provoqua un moment de réflexion. Amélie échangea un regard significatif avec Nicolas avant de répondre « Eh bien Lucas, je pense qu'une histoire ne se termine jamais vraiment. Elle ouvre simplement des portes pour que de nouvelles histoires commencent. » Nicolas acquiesça, ajoutant « C'est comme la vie. Il n'y a pas vraiment de fin heureuse, définitive. Il y a juste de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures. » À ce moment-là, la cloche de la porte de la librairie tinta, annonçant l'arrivée d'un client. Amélie leva les yeux et vit le docteur. Thomas entrait portant une boîte qui semblait lourde. « Bon après-midi, écrivain », salua-t-il joyeusement. « Je vous ai apporté une surprise. » Posant la boîte sur la table, le docteur Thomas commença à en sortir des livres d'occasion. « Je faisais du rangement chez moi et j'ai pensé que ceux-ci pourraient être utiles ici à la librairie. Il y a un peu de tout, des romans, des livres de médecine, même quelques classiques de la littérature. » Amélie feuilletait les livres avec révérence, sentant l'histoire contenue dans chaque page jaunie. C'est alors qu'un livre en particulier attira son attention. C'était une vieille édition des Hauts de Hurlevent, le même livre qu'elle lisait à Lucas lorsque toute son odyssée avait commencé. « Regarde ça », murmura-t-elle, montrant le livre à Nicolas. « On dirait que certaines histoires sont destinées à faire partie de notre vie, n'est-ce pas ?» Nicolas prit le livre, un sourire compréhensif sur son visage. « Parfois, l'univers a une façon curieuse de nous donner des signes. » Le docteur Thomas, remarquant l'échange significatif entre les deux, commenta «
Vous savez, en tant que médecin, j'ai toujours cru au pouvoir des histoires pour guérir. Pas seulement les livres que nous lisons, mais les histoires que nous vivons et partageons. La conversation fut interrompue par le son du téléphone portable d'Amélie. C'était Sophie avec des nouvelles sur la procédure judiciaire contre François et Chloé. Après une brève conversation, Amélie raccrocha, une expression pensive sur son visage. « Tout va bien ?» demanda Nicolas, inquiet. Amélie acquiesça lentement. « Oui, c'est juste, le procès est prévu pour le mois prochain. » Sophie dit que l'affaire est solide, mais tu es appréhensive, compléta Nicolas compréhensif. C'est comme si c'était le dernier chapitre d'une histoire que je veux laisser derrière moi, expliqua Amélie. Mais en même temps, je sais que je dois affronter cela pour vraiment aller de l'avant. Le docteur. Thomas, qui s'était assis avec eux, offrit sa perspective. Parfois, Amélie, nous devons revisiter les chapitres difficiles de notre vie pour pouvoir les réécrire avec un nouveau regard. C'est une partie du processus de guérison. Lucas, qui était resté silencieux jusque-là, surprit tout le monde avec sa sagesse enfantine. Tante Amélie, dans tes livres, les héros affrontent toujours le monstre à la fin, n'est-ce pas? Même quand ils ont peur. Les paroles du garçon touchèrent profondément Amélie. Elle sourit, ressentant une vague d'affection pour cet enfant qui, sans le savoir, offrait réconfort et courage. « Tu as absolument raison, Lucas, » dit-elle, ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. « Et tu sais quoi? Je crois que je viens d'avoir une idée pour le prochain chapitre de notre livre. » Alors que le soleil commençait à se coucher, lançant des rayons dorés à travers les fenêtres de la librairie, le groupe poursuivit sa discussion, maintenant avec un nouvel objectif et une nouvelle énergie. Amélie réalisa que même avec les défis qui l'attendaient encore, elle n'était pas seule. Chaque personne dans cette pièce représentait un chapitre différent de sa nouvelle vie. Nicolas avec sa compréhension et sa créativité. Lucas avec son innocence et sa sagesse. Le docteur Thomas avec son soutien constant. La librairie, qui avait commencé comme un projet parallèle, devenait un symbole de sa transformation. C'était un endroit où de vieilles histoires trouvèrent de nouveaux lecteurs, où des récits personnels s'entrelaçaient avec la fiction et où chaque jour apportait la promesse d'une nouvelle page à écrire. Tandis qu'Amélie observait Nicolas et Lucas discuter avec animation de la façon d'illustrer la prochaine scène du livre, elle ressentit une profonde gratitude. Le chemin devant elle était encore incertain, avec le procès qui approchait et de nombreuses décisions à prendre. Mais là, à ce moment, entourée de livres et de personnes qui tenaient à elle, Amélie savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le jour du procès arriva avec un mélange d'anxiété et de détermination. Amélie se réveilla tôt. Le soleil se levait à peine lorsqu'elle se retrouva devant le miroir, ajustant le tailleur soigneusement choisi pour l'occasion. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle attachait ses cheveux, un geste qui lui rappelait sa mère. Un doux coup à la porte l'attira de ses pensées. C'était Nicolas tenant 2 tasses de café. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, dit-il, lui offrant une des tasses avec un sourire réconfortant. Amélie accepta le café avec gratitude, sentant l'arôme familier apaiser ses nerfs. « Merci, Nicolas. Pas seulement pour le café, mais pour tout. » Ils partagèrent un moment de silence compréhensif avant de partir. Sur le chemin du tribunal, Amélie réfléchissait à quel point sa vie avait changé. La femme qu'elle était des mois auparavant, confiante dans son mariage et sa carrière, semblait maintenant une étrangère. Le tribunal était bondé à leur arrivée. Sophie les attendait déjà sur les marches de l'entrée, son expression sérieuse mais confiante. « Rappelez-vous, dit Sophie, tandis qu'ils montèrent les escaliers, vous êtes la victime ici, mais vous êtes aussi une survivante. Votre force est votre plus grande arme. » À l'intérieur de la salle d'audience, Amélie sentit le poids des regards sur elle. Journalistes, curieux et bien sûr François et Chloé, assis de l'autre côté avec leurs avocats. Le regard de François croisa le sien pendant un instant, et Amélie sentit un frisson parcourir son échine. Mais alors, elle sentit la main de Nicolas presser doucement son épaule, et la tension diminua. Le procès se déroula comme des montagnes russes émotionnelles. Des témoins furent appelés, des preuves présentées. Amélie entendit des détails du plan de François qu'elle ignorait, chaque révélation comme un coup de poignard dans ses souvenirs. Quand vint son tour de témoigner, Amélie eut l'impression que l'air avait été aspiré de la salle. Elle marcha jusqu'à la barre des témoins, consciente de chaque pas. Alors qu'elle prêtait serment,
Ses yeux balayèrent la salle, trouvant des visages familiers. Marie et Pierre, assis tranquillement au fond, le docteur Thomas, avec une expression de soutien paternel, et Nicolas, ses yeux ne quittant jamais les siens. D'une voix qui gagnait en force à chaque mot, Amélie commença à raconter son histoire. Elle parla de la confiance trahie, de son réveil dans cette décharge, de la lutte pour récupérer sa vie, mais elle parla aussi d'espoir, des personnes merveilleuses qu'elle avait rencontrées en chemin, de la force qu'elle avait découverte en elle-même. Ce que l'accusé a fait, conclut-elle, regardant directement François, ce n'était pas seulement essayer de m'ôter la vie. C'était essayer d'effacer mon histoire. Mais je suis ici aujourd'hui pour dire que mon histoire ne se termine pas avec ses actions. Elle continue, plus forte et plus vraie que jamais. Le silence qui suivit était palpable. Amélie vit des larmes dans les yeux de certains jurés, et même le juge semblait ému. François, pour la première fois, semblait véritablement ébranlé. Dans les jours qui suivirent, d'autres témoins furent entendus, d'autres preuves examinées. Amélie assistait à tout cela avec un mélange d'émotions, colère, tristesse, mais aussi un sentiment croissant de libération. Chaque témoignage, chaque preuve présentée, était comme si un poids était soulevé de ses épaules. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le jury se retira pour délibérer. Les heures d'attente furent agonisantes. Amélie passa le temps dans la cafétéria du tribunal, entourée de sa nouvelle famille. Marie tenait sa main, Pierre offrait des paroles d'encouragement à sa manière tranquille, le docteur Thomas partageait des histoires pour la distraire et Nicolas était là, une présence constante et réconfortante. Lorsque le verdict fut annoncé, la salle d'audience était plongée dans un silence total. « Coupable », déclara le juge, sa voix résonnant contre les murs. François et Chloé furent condamnés pour tentative de meurtre, fraude et divers autres crimes. Amélie sentit une vague d'émotion la submerger. Ce n'était pas exactement de la joie, mais un profond sentiment de justice et de clôture. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'elle embrassait Sophie, puis Marie, Pierre, le docteur Thomas, et, enfin, Nicolas. En sortant du tribunal, une foule de journalistes les attendait. Des flashs d'appareils photo et des questions criées créaient un tumulte. Sophie, toujours professionnelle, commença à faire une déclaration à la presse. Mais Amélie, dans une impulsion, demanda le microphone. « Aujourd'hui n'est pas un jour de célébration », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est un jour de réflexion, sur la confiance, sur les secondes chances et sur le pouvoir de recommencer. J'aurais pu me perdre dans l'amertume et la vengeance, mais j'ai choisi un chemin différent. J'ai choisi la gratitude envers les personnes merveilleuses qui m'ont aidé et l'espoir que mon histoire puisse aider d'autres à trouver de la force dans les moments difficiles. » Pendant qu'elle parlait, Amélie vit Nicolas lui sourire, un regard de fierté dans ses yeux. Elle conclut « À partir d'aujourd'hui, je tourne cette page, non pas pour oublier, mais pour écrire un nouveau chapitre. Un chapitre de pardon, d'amour et de possibilités infinies. » Ce soir-là, réunis dans la petite librairie qui était devenue le cœur de sa nouvelle vie, Amélie et ses amis portèrent un toast silencieux, non pas à la victoire juridique, mais au voyage qui les avait amenés jusque-là. Alors que la conversation coulait et que des plans pour l'avenir étaient discutés, Amélie se surprit à observer les étagères de livres autour d'elle. Chaque livre était une histoire attendant d'être racontée, tout comme chaque personne portait en elle d'innombrables histoires. Là, à ce moment, Amélie comprit que sa propre histoire était loin d'être terminée. En fait, la véritable intrigue de sa vie ne faisait que commencer à se dérouler, avec des pages blanches devant elle, prêtes à être remplies de nouvelles aventures, de nouveaux amours, et par-dessus tout, de la sagesse et de la force que seules les grandes épreuves peuvent apporter. L'automne arriva peignant les rues de la ville de tons dorés et rouges. Amélie observait les feuilles tomber par la fenêtre de son nouveau bureau à la maison d'édition, réfléchissant aux mois qui s'étaient écoulés depuis le procès. La vie avait pris un rythme différent, plus tranquille, et en même temps, plein de possibilités. La maison d'édition, sous sa direction renouvelée, prospérait. Amélie avait mis en place des changements significatifs, se concentrant sur les auteurs débutants et les histoires qui faisaient écho à des thèmes de résilience et de transformation. Le livre qu'elle et Nicolas écrivaient ensemble était presque terminé, Lucas achevant fièrement les illustrations. Ce matin-là, Amélie avait une réunion spéciale prévue. Elle entendit un léger coup à la porte et sourit en voyant Marie entrer,
accompagné d'une jeune femme à l'air nerveux. « Bonjour Amélie, dit Marie chaleureusement. Voici Julie, la jeune fille dont je t'ai parlé. » Amélie se leva pour saluer Julie, remarquant le manuscrit que la jeune femme serrait fort contre sa poitrine. « Bienvenue, Julie. Je vous en prie, asseyez-vous. » Tandis que Marie s'éclipsait avec un signe d'encouragement, Amélie observa Julie s'installer sur la chaise, ses yeux brillants d'un mélange d'anxiété et d'espoir. « Marie m'a un peu parlé de vous, » commença doucement Amélie. « Elle m'a dit que vous avez une histoire importante à partager. » Julie acquiesça, respirant profondément avant de parler. « Oui, j'ai écrit sur mon expérience en grandissant dans une communauté défavorisée et comment la littérature a changé ma vie. Je ne sais pas si c'est assez bon, mais... » « Chaque histoire est importante, Julie, » interrompit doucement Amélie. « Surtout celles qui viennent du cœur. Pourquoi ne me raconteriez-vous pas un peu plus ce qui vous a inspiré à écrire ?» Dans les minutes qui suivirent, Amélie écouta attentivement, tandis que Julie partageait son parcours. La jeune femme parla des difficultés qu'elle avait rencontrées, de la découverte du pouvoir des mots dans une petite bibliothèque communautaire, et de son rêve d'inspirer d'autres enfants à trouver l'espoir à travers la lecture. À la fin du récit, Amélie ressentit une émotion familière, la même qu'elle avait éprouvée en entendant les histoires de Marie, Pierre et tant d'autres qui avaient croisé son chemin ces derniers mois. C'était la sensation d'être en présence de quelque chose d'authentique et de puissant. « Julie, » dit Amélie se penchant en avant, « j'aimerais beaucoup lire votre manuscrit. Mais plus que cela, j'aimerais vous proposer quelque chose. » Les yeux de Julie s'écarquillèrent de surprise et de curiosité. « Nous lançons un nouveau projet à la maison d'édition, » poursuivit Amélie. « Un programme de mentorat pour les écrivains de communautés sous-représentées. J'aimerais que vous soyez notre première participante. » La réaction de Julie fut d'une pure émotion. Des larmes de joie jaillirent dans ses yeux, tandis qu'elle essayait de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Amélie sourit, se rappelant comment elle-même s'était sentie en recevant une aide inattendue dans ses moments les plus difficiles. Après avoir finalisé les détails avec Julie et fixé les prochaines étapes, Amélie l'accompagna jusqu'à la sortie. Dans le couloir, elles rencontrèrent Nicolas, qui venait apporter les dernières révisions de leur livre. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il après le départ de Julie. Amélie sourit, ressentant une vague de satisfaction. C'était inspirant. « Nicolas, je crois que nous venons de trouver la protagoniste parfaite pour notre prochaine histoire. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la petite salle de réunion où ils avaient l'habitude de travailler sur leur projet. Les murs étaient couverts de notes, d'esquisses de Lucas et de post-it colorés, une carte visuelle du voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. « Tu sais, » dit Nicolas tandis qu'il s'installait, « quand nous avons commencé ce livre, je pensais qu'il s'agissait de ton histoire. Mais maintenant, je vois que c'est bien plus que ça. » Amélie acquiesça, comprenant parfaitement. C'est à propos de toutes les histoires qui s'entremêlent avec la nôtre. De la façon dont chaque personne que nous rencontrons laisse une marque, change notre trajectoire d'une certaine manière. Ils passèrent les heures suivantes à réviser les derniers chapitres, discutant de la façon d'incorporer l'essence de ce qu'ils avaient appris au cours des mois depuis le début du projet. Le soleil se couchait déjà lorsqu'ils terminèrent enfin, satisfaits du résultat. En sortant du bureau, ils décidèrent de marcher jusqu'à la librairie. L'air frais de l'automne était revigorant et les rues étaient calmes, avec seulement quelques piétons pressés rentrant chez eux. « Que dirais-tu de célébrer ?» suggéra Nicolas. « Nous pourrions inviter tout le monde pour un dîner à la librairie. Marie, Pierre, le docteur Thomas, Lucas et Julie, » ajouta Amélie. « Je pense qu'elle s'intégrerait parfaitement à notre groupe particulier. » En arrivant à la librairie, ils furent accueillis par l'odeur réconfortante des livres et du café. Lucas était là, concentré sur son dernier dessin. Le docteur Thomas feuilletait un livre de médecine, tandis que Marie arrangeait une nouvelle exposition dans la vitrine. En voyant tout le monde là, réuni dans cet espace qui était devenu une seconde maison, Amélie sentit une vague d'émotion la submerger. Chaque personne représentait un chapitre différent de sa nouvelle vie, une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer des mois auparavant. « Et tout le monde » appela-t-elle, attirant l'attention de tous. « Nicolas et moi avons une annonce à faire. » Tandis qu'ils partagèrent les nouvelles sur le livre et le nouveau projet de la maison d'édition, Amélie observa les visages autour d'elle. Elle vit de la fierté dans les yeux de Marie, de l'enthousiasme dans le sourire de Lucas, de l'approbation dans le hochement de tête du docteur Thomas.
Et quand son regard croisa celui de Nicolas, elle y vit quelque chose de plus, une promesse silencieuse de nombreuses autres histoires à venir. Ce soir-là, entourée de sa famille choisie, Amélie sut avec certitude qu'elle avait trouvé non seulement sa fin heureuse, mais le début de quelque chose de vraiment extraordinaire. Chaque défi, chaque larme, chaque moment de doute avait conduit à ceci. Un avenir plein de possibilités, d'amour et d'histoire attendant d'être raconté. Et ainsi, tandis que le groupe portait un toast au succès du livre et au nouveau projet, Amélie se fit une promesse silencieuse. La promesse de continuer à écrire, non seulement sur le papier, mais dans chaque action, chaque choix, chaque moment de compassion. Car, au final, réalisa-t-elle, nous sommes tous les auteurs de nos propres histoires, et chaque jour est une nouvelle page attendant d'être remplie. L'hiver arriva, apportant avec lui une fine couche de neige qui recouvrait la ville comme un manteau blanc. Amélie se réveilla tôt ce samedi matin, observant les flocons tomber doucement par la fenêtre de son appartement. Le lancement du livre qu'elle et Nicolas avaient écrit ensemble était prévu pour cet après-midi, dans la librairie qui était devenue le cœur de sa nouvelle vie. Pendant qu'elle se préparait, Amélie réfléchissait au chemin parcouru. Le livre intitulé « Renaître de ses cendres » était plus que son histoire personnelle. C'était un témoignage de résilience, d'amour et de la capacité humaine à recommencer. En arrivant à la librairie, Amélie fut accueillie par un bourdonnement animé. Marie et Pierre s'affairaient à mettre en place les dernières décorations, tandis que Lucas, maintenant âgé de 13 ans, ajustait fièrement l'exposition de ses dessins qui illustraient le livre. Le docteur Thomas discutait avec enthousiasme avec quelques invités déjà arrivés. Nicolas apparut peu après, portant une boîte contenant les premiers exemplaires du livre. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Amélie, et un sourire complice fut échangé entre eux. « Nerveuse ?» demanda-t-il en s'approchant. Amélie prit une profonde inspiration. « Un peu. C'est étrange, tu sais, partager notre histoire avec le monde. »« Notre histoire », répéta Nicolas en insistant sur le « notre », d'une manière qui fit accélérer le cœur d'Amélie. Au fur et à mesure que la librairie se remplissait, Amélie saluait les invités, journalistes, écrivains, amis, et même quelques visages qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, des collègues de son ancienne vie venus offrir leur soutien. Julie, la jeune écrivaine qu'Amélie avait prise sous son aile, était là aussi, ses yeux brillants d'admiration et de gratitude. Lorsque vint le moment du discours d'ouverture, Amélie sentit un nœud dans sa gorge. En regardant l'assemblée, elle vit tant de visages qui représentaient différents chapitres de son voyage. C'est alors qu'elle remarqua, au fond de la salle, une silhouette qui la fit se figer un instant. C'était Chloé. L'ancienne assistante et complice de François était là, debout discrètement près de la sortie. Leurs yeux se croisèrent, et Amélie y vit un mélange de honte, de remords et quelque chose d'autre, de l'espoir. Pendant un bref instant, Amélie sentit le poids du passé menacer de l'écraser. Mais alors, elle sentit la main de Nicolas sur son épaule, vit le sourire encourageant de Marie, le regard fier du docteur Thomas et trouva la force de continuer. S'éclaircissant la gorge, Amélie commença son discours. « Il y a 1 an, je pensais que mon histoire était terminée, trahie, abandonnée, au bord de la mort. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était pas la fin. C'était juste le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre sur le pardon, sur les secondes chances, et sur le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. » Tout en parlant, Amélie réalisa que ses paroles n'étaient pas seulement destinées au public, mais aussi à elle-même et, d'une certaine façon, à Chloé. Ce livre n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de chaque personne qui s'est déjà sentie perdue et qui a retrouvé son chemin. C'est l'histoire de Marie et Pierre, qui m'ont montré le véritable sens de la générosité, du docteur Thomas, qui m'a appris que la guérison va au-delà du physique, de Lucas dont l'innocence et la créativité m'ont rappelé la beauté du monde. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nicolas. Et c'est l'histoire de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus, quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir. En concluant son discours, Amélie sentit une vague d'émotions parcourir la salle. Il y eut des applaudissements, des larmes et des embrassades. Mais au milieu de la célébration, elle ne put s'empêcher de remarquer que Chloé avait disparu. Après la cérémonie officielle, lorsque la foule commença à se disperser, Amélie trouva un moment pour s'éclipser. Elle sortit par l'arrière de la librairie, ayant besoin d'un moment d'air frais. C'est là qu'elle trouva Chloé, debout seule dans la neige légère. Pendant un moment, aucune des deux ne parla.
Le silence était lourd, chargé du poids de souvenirs douloureux et de choix passés. Je ne savais pas si je devais venir. Chloé brisa finalement le silence, sa voix tremblante. Mais j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de dire... Pourquoi? Interrompit Amélie, sa voix calme mais ferme. Chloé déglutit. Pour demander pardon. Pas que je le mérite, mais ton livre, ton histoire, m'ont fait réaliser à quel point j'étais perdu. À quel point je le suis encore. Amélie observa la femme devant elle. Là où elle voyait autrefois une rivale, une traîtresse, elle ne voyait maintenant qu'un autre être humain brisé, cherchant la rédemption. Le pardon, commença lentement Amélie, n'est pas quelque chose qu'on donne en une seule fois. C'est un voyage que j'apprends à faire tous les jours. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Chloé. Amélie, se surprenant elle-même, fit un pas en avant et toucha doucement le bras de l'autre femme. « Je ne peux pas te donner ce que tu cherches, Chloé, mais je peux te dire ceci. Il y a toujours de la place pour recommencer. Toujours. » Sur ces mots, Amélie se retourna et rentra dans la librairie, laissant Chloé seule avec ses pensées. En entrant, elle fut immédiatement enveloppée par la chaleur et l'amour de sa nouvelle famille. Nicolas l'accueillit avec un regard inquiet, mais elle le rassura d'un doux sourire. Ce soir-là, alors que la fête de lancement se poursuivait, Amélie se retrouva à réfléchir sur les chemins sinueux que la vie peut emprunter, sur la façon dont le pardon, même le plus difficile, peut être libérateur non seulement pour celui qui est pardonné, mais surtout pour celui qui pardonne. Et ainsi, entourée d'amour avec un livre racontant son histoire de renaissance et un avenir plein de promesses devant elle, Amélie comprit que son voyage était loin d'être terminé. En réalité, ce n'était que le début d'un nouveau et passionnant chapitre. Le printemps arriva, apportant avec lui une explosion de couleurs et de renouveau. 1 an s'était écoulé depuis le lancement de Renaître de ses cendres, et la vie d'Amélie continuait de s'épanouir de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La librairie, désormais un point de rencontre culturelle dans la ville, était animée en ce samedi matin. Amélie observait avec satisfaction les enfants participant à une séance de lecture d'histoire animée par Lucas, maintenant âgé de 14 ans et démontrant un talent naturel pour captiver le jeune public. Marie, toujours attentive, servait du café et des biscuits aux parents qui attendaient, tandis que Pierre ajustait la nouvelle exposition de livres dans la vitrine. Le docteur. Thomas, devenu un collaborateur fréquent, discutait avec animation avec un groupe du dernier projet de la maison d'édition, une série de livres axés sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Dans un coin tranquille, Julie guidait un groupe de jeunes écrivains faisant partie du programme de mentorat qu'Amélie avait lancé. Le son des rires et le bourdonnement des idées partagées remplissaient l'air, créant une atmosphère de créativité et de possibilités infinies. Amélie sentit une main douce sur son épaule et se retourna pour rencontrer le regard aimant de Nicolas. « Tout est prêt, dit-il doucement. Tu es sûr de cela ?» Elle acquiesça, respirant profondément. « Oui, il est temps. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la petite scène improvisée au centre de la librairie. Le murmure de la foule diminua lorsqu'Amélie prit le microphone, tous les yeux tournés vers elle dans l'expectative. « Bonjour à tous, » commença Amélie, sa voix ferme et chaleureuse. « Tout d'abord, je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir fait partie de ce voyage incroyable. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai lancé « Renaître de ses cendres » ici même, dans cet endroit qui est devenu bien plus qu'une simple librairie. Il est devenu un foyer, un refuge, un point de départ pour les rêves. Elle fit une pause, ses yeux parcourant les visages familiers et chers. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer le prochain chapitre de cette histoire. Notre maison d'édition lance une fondation dédiée à apporter la littérature et des opportunités éducatives aux communautés défavorisées. Et le premier projet sera la construction d'une bibliothèque communautaire dans le quartier où j'ai grandi, un endroit qui a tant besoin d'espoir et d'inspiration. Un murmure d'approbation parcourut l'audience. Amélie vit des larmes dans les yeux de Marie, un sourire fier sur le visage du docteur Thomas et l'expression de pure joie de Lucas. « Mais il y a plus », continua-t-elle, son cœur s'accélérant. « Ce projet ne consiste pas seulement à construire une bibliothèque. Il s'agit de construire des ponts, de donner des secondes chances, de croire au pouvoir transformateur des mots et des actions. » Amélie fit signe à quelqu'un au fond de la salle et à la surprise de beaucoup, Chloé émergea de la foule.
Il y eut quelques chuchotements de reconnaissance, mais Amélie continua sa voix ferme. « Chloé sera la coordinatrice de ce projet. Parce que je crois que tout le monde mérite une chance de réécrire son histoire, de trouver la rédemption. Et parce que je sais, mieux que quiconque, que parfois nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Chloé rejoignit Amélie sur la scène, ses yeux brillants de larmes de gratitude. Les deux femmes échangèrent un regard de compréhension mutuelle, un moment de guérison qui transcendait les mots. « Et enfin, » poursuivit Amélie, sa voix tremblant légèrement d'émotion, « j'aimerais faire une annonce personnelle. » Elle tendit la main à Nicolas, qui monta sur scène, entrelaçant ses doigts aux siens. « Nicolas et moi allons nous marier. Et nous voulons que vous tous, notre famille choisie, fassiez partie de cette célébration. Parce que chacun d'entre vous a joué un rôle crucial dans notre histoire d'amour, une histoire qui a commencé par la perte et la douleur, mais qui s'est épanouie en quelque chose de beau et de durable. » La salle explosa en applaudissements et félicitations. Lucas fut le premier à courir vers la scène, enlaçant Amélie et Nicolas avec enthousiasme. Bientôt tous se joignirent à une grande célébration d'amour, de pardon et de nouveaux départs. Plus tard, lorsque l'agitation diminua et que seul le cercle intime resta, Amélie se retrouva assise sur la terrasse de la librairie, observant le coucher du soleil. Nicolas la rejoignit, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Amélie sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « Mieux que bien. Je suis en paix. » Alors que le ciel se teintait de tons roses et oranges, Amélie réfléchit au voyage incroyable que la vie lui avait offert. D'une femme trahie et laissée pour morte, elle s'était transformée en une force de changement positif, touchant des vies et inspirant les autres à trouver leur propre force intérieure. « Tu sais, » dit-elle, se tournant vers Nicolas, « je pense que j'ai enfin compris le vrai sens de heureux pour toujours. » « Et quel est-il » demanda-t-il curieux. « Ce n'est pas une destination, » répondit Amélie, ses yeux brillants. « C'est un choix que nous faisons tous les jours, à travers chaque acte d'amour, chaque geste de pardon, chaque mot d'encouragement. » Nicolas sourit, l'embrassant doucement. « Alors, faisons ce choix ensemble, tous les jours. » À l'intérieur de la librairie, le son des rires et des conversations animées résonnait. Marie et Pierre discutèrent de plans pour agrandir l'espace. Le docteur Thomas partageait des idées pour de nouveaux livres avec Julie, et Lucas montrait ses derniers dessins à Chloé, qui écoutait avec un intérêt sincère. Amélie regarda cette scène, son cœur débordant de gratitude. Elle savait que, quoi que l'avenir lui réserve, elle affronterait chaque défi et célébrerait chaque victoire avec cette famille extraordinaire à ses côtés. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur une autre journée, Amélie comprit que son histoire, sa véritable histoire, ne faisait que commencer. Chaque page tournée était une opportunité d'apprendre, de grandir et d'aimer. Chaque chapitre, une chance de faire la différence. Avec Nicolas à ses côtés et un avenir plein de possibilités devant elle, Amélie était prête à écrire les prochaines pages de sa vie. Une histoire d'amour, de rédemption et du pouvoir infini de recommencer. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce printemps où Amélie et Nicolas avaient annoncé leur mariage et le début de la fondation. La petite librairie qui avait autrefois servi de refuge était maintenant le cœur battant d'un réseau de centres culturels répartis dans toute la ville. Par un matin ensoleillé d'automne, Amélie se réveilla tôt, le son doux de la respiration de Nicolas à ses côtés lui apportant un sourire aux lèvres. Elle se glissa silencieusement hors du lit, enfilant une robe de chambre et se dirigeant vers le balcon de l'appartement qu'il partageait au-dessus de la librairie d'origine. La ville s'éveillait lentement, les rues encore calmes, avec seulement quelques lève-tôt commençant leur routine. Amélie respira profondément, sentant l'air frais remplir ses poumons. Tant de choses avaient changé, et pourtant, d'une certaine manière, tout semblait exactement comme cela devait être. Ses yeux parcoururent la rue, s'arrêtant sur la façade de la librairie. Ce qui était autrefois une petite boutique occupait maintenant tout le pâté de maison. Pages d'espoir se lisaient en lettres dorées au-dessus de l'entrée principale. C'était plus qu'une librairie, c'était un centre communautaire, un incubateur de rêves, un phare de possibilités. Le bruit de pas doux derrière elle annonça l'arrivée de Nicolas. Il l'enveloppa dans une étreinte, embrassant doucement son cou. « Bonjour, mon amour », murmura-t-il. Anxieuse pour le grand jour, Amélie acquiesça, s'appuyant contre lui. Un peu nerveuse, en fait. C'est encore difficile de croire que nous sommes arrivés si loin.
Le grand jour auquel il faisait référence était l'inauguration de la 10e bibliothèque communautaire de la Fondation, située au cœur du quartier où Amélie avait grandi. C'était l'aboutissement d'années de travail acharné, non seulement d'elle et de Nicolas, mais de toute la famille extraordinaire qu'ils avaient formée. Alors qu'ils se préparaient pour la journée, Amélie réfléchit au chemin parcouru. Marie et Pierre, maintenant retraités, étaient devenus les grands-parents adoptifs non officiels de dizaines d'enfants qui fréquentaient les programmes de la Fondation. Le docteur Thomas avait élargi sa pratique pour inclure la thérapie par la littérature, organisant des séances régulières dans les bibliothèques communautaires. Lucas, maintenant âgé de 19 ans, était sur le point de publier son premier roman graphique, une histoire émouvante sur la découverte de la force au milieu de l'adversité. Julie était devenue une auteure respectée, son premier livre sur son enfance dans la communauté étant devenu un best-seller national. Et Chloé. Amélie sourit en pensant à la transformation de Chloé. De complice réticente dans un plan terrible, elle était devenue l'une des forces motrices derrière le succès de la Fondation. Son travail acharné et son dévouement sincère avaient non seulement racheté son passé, mais aussi inspiré d'autres à chercher une seconde chance. En arrivant à la nouvelle bibliothèque, Amélie fut accueillie par une foule enthousiaste. Enfants, adolescents, parents et personnes âgées, tous réunis pour célébrer l'ouverture d'un espace qui promettait de changer des vies à travers le pouvoir des mots. En montant sur la petite scène pour faire son discours, Amélie sentit une vague d'émotion la submerger. Elle vit des visages familiers dans la foule, Marie et Pierre, souriants et fiers, le docteur Thomas avec un groupe de jeunes participant à son programme de lecture thérapeutique. Lucas, entouré de fans impatients de découvrir son prochain travail. Julie, discutant avec animation avec un groupe d'aspirants écrivains. Et là, au fond, presque inaperçue, se tenait une silhouette qui fit bondir le cœur d'Amélie. François, son ex-mari, était debout discrètement, son visage un masque d'émotions complexes. Pendant un moment, Amélie hésita. Puis, avec un signe presque imperceptible à Nicolas, elle descendit de la scène et marcha vers François. La foule, sentant que quelque chose d'important se passait, s'écarta silencieusement. « François, » dit doucement Amélie en arrivant près de lui. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » François semblait nerveux, mal à l'aise. « Je n'étais pas sûr de devoir venir, mais j'ai lu ton livre, j'ai vu le travail que tu as accompli. J'avais besoin de voir de mes propres yeux. » Amélie étudia le visage de l'homme qui avait failli détruire sa vie. Elle y vit du remords, de la honte, mais aussi quelque chose d'autre, une étincelle d'admiration, peut-être même d'espoir. « Ce que tu as construit ici, » continua François, faisant un geste vers la bibliothèque et la foule rassemblée, « c'est incroyable, c'est plus que je n'aurais pu imaginer. » Amélie ressentit une vague d'émotions contradictoires, colère, tristesse, mais aussi une étrange sensation de clôture. « François, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « ce qui s'est passé entre nous était terrible. Mais regarde autour de toi. Vois ce qui est né de cette obscurité. Parfois, nous devons tomber pour apprendre à voler. » François acquiesça lentement, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Amélie. Mais je veux que tu saches, je suis fier de toi, du fond du cœur. » Amélie prit une profonde inspiration, sentant un poids dont elle ignorait encore l'existence se dissiper. « Merci d'être venu, François, et je te pardonne, pas pour ce que tu as fait, mais pour moi, parce que porter de la colère et du ressentiment ne fait que nous empêcher de grandir. » Avec un dernier regard de compréhension mutuelle, François se retourna et disparut dans la foule. Amélie retourna sur la scène où Nicolas l'attendait avec un regard inquiet et plein d'amour. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Amélie sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Oui, en fait, je pense que je n'ai jamais été aussi bien. » Se tournant vers la foule attentive, Amélie commença son discours. « Chers amis, famille, communauté, bienvenue à la nouvelle page d'espoir. Ce lieu que nous inaugurons aujourd'hui est plus qu'une bibliothèque. C'est un témoignage du pouvoir de recommencer, du pouvoir de la compassion, et du pouvoir infini des histoires pour transformer des vies. » Tandis qu'Amélie poursuivait son discours, parlant de rêves, de secondes chances et du pouvoir de l'écriture, elle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Chaque défi, chaque obstacle,
chaque moment de doute avait mené à ceci, la création d'un héritage d'espoir et de transformation. La cérémonie d'inauguration se poursuivit toute la journée, avec des lectures, des ateliers et des célébrations. Le soir, lorsque la plupart des invités étaient partis, Amélie se retrouva seule dans la nouvelle bibliothèque. Marchant entre les étagères, ses doigts glissant doucement sur le dos des livres, elle réfléchit au voyage incroyable que la vie lui avait offert. Soudain, elle entendit un léger bruit de pas et un rire d'enfant. Se retournant, elle vit une petite fille d'environ 5 ans courir vers elle, suivie de près par Nicolas. « Maman !» s'exclama la petite Sophie, se jetant dans les bras d'Amélie. « Papa a dit que je pouvais choisir un livre à emporter à la maison. Tu peux m'aider ?» Amélie sourit, son cœur débordant d'amour. « Bien sûr, mon amour. Que dirais-tu de commencer par celui-ci ?» dit-elle, prenant un livre familier sur l'étagère, « Les Hauts de Hurlevent ». Alors qu'elle s'installait dans un coin douillet pour lire, Nicolas observait avec un sourire. Amélie commença à lire, sa voix douce résonnant dans la bibliothèque vide. « Je m'appelle Catherine Earnshaw. » Et ainsi, au milieu de mots anciens et de nouvelles promesses, un nouveau chapitre commençait dans l'histoire extraordinaire d'Amélie. Une histoire d'amour, de rédemption et du pouvoir éternel des nouveaux départs. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration de cette première bibliothèque communautaire. Le temps, comme toujours, avait apporté avec lui des changements, des défis et de nouvelles joies pour Amélie et sa famille choisie. Par un après-midi doré d'été, la place des histoires, un vaste espace vert au cœur de la ville, était remplie de gens. Des tentes colorées abritèrent des stands de livres, des scènes pour des lectures et des ateliers d'écriture créative. C'était le 10e festival annuel de littérature et de vie, le plus grand événement organisé par la fondation Page d'Espoir. Amélie, maintenant âgée de 45 ans, ses cheveux parsemés de fils argentés, marchait parmi la foule, saluant les gens, s'arrêtant pour écouter des extraits d'histoires partagées. Ses yeux brillaient avec le même enthousiasme qu'une décennie auparavant, mais portaient maintenant aussi la sagesse de quelqu'un qui avait vu des rêves se transformer en réalité. Non loin, Nicolas coordonnait un groupe de jeunes écrivains. À 50 ans, il était devenu un mentor respecté, son propre travail littéraire acclamé par la critique et le public. Mais rien ne le rendait plus fier que de voir de nouveaux talents s'épanouir sous sa tutelle. Sophie, maintenant âgée de 15 ans, était sur la scène principale, lisant un extrait de son premier roman pour jeunes adultes. Sa voix confiante résonnait sur la place, captivant l'attention de centaines d'auditeurs. Amélie observait sa fille avec un mélange de fierté et de nostalgie, se rappelant son propre parcours d'écrivaine. Lucas, à 29 ans, était devenu un illustrateur et auteur de bandes dessinées renommé. Son stand au festival était l'un des plus fréquentés, avec des fans impatients d'obtenir des autographes et un aperçu de son prochain travail, un roman graphique basé sur l'histoire d'Amélie, avec sa permission et sa collaboration. Julie, maintenant une écrivaine établie avec plusieurs best-sellers, animait un atelier sur l'écriture de mémoire. Sa propre histoire de résilience continuait d'inspirer d'innombrables lecteurs et écrivains en herbe. Marie et Pierre, bien que désormais âgés, étaient toujours des présences constantes lors des événements de la Fondation. Aujourd'hui, ils étaient confortablement assis dans une zone réservée, racontant des histoires à un groupe d'enfants enchantés. Le docteur Thomas, bien que retraité de la pratique médicale, poursuivait son travail de bibliothérapie. Sa tante au festival offrait des séances de conseils et de lecture thérapeutique, toujours avec une longue file d'attente de personnes intéressées. Et Chloé, Amélie sourit en voyant son ancienne rivale, maintenant amie et alliée, coordonner une équipe de bénévoles. Le travail à la Fondation avait donné un nouveau sens à la vie de Chloé, et son dévouement était une source d'inspiration constante pour tous. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Amélie monta sur la scène principale pour le discours de clôture. La foule se tut, impatiente d'entendre ses paroles. « Chers amis », commença Amélie, sa voix chargée d'émotion, « il y a 10 ans, lorsque nous avons inauguré notre première bibliothèque communautaire, j'avais un rêve de créer des espaces où les histoires pourraient transformer des vies, où les mots pourraient construire des ponts et guérir des blessures. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant la foule, trouvant des visages familiers et nouveaux. « Aujourd'hui, je vous regarde tous et je vois ce rêve réalisé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je vois des enfants découvrir de nouveaux mondes à travers les livres. Je vois de jeunes écrivains trouver leur voie.
Je vois des personnes de tous âges et de toutes origines se connecter à travers le pouvoir des histoires. Amélie continua, sa voix gagnant en force. Mais notre voyage est loin d'être terminé. Chaque livre lu, chaque histoire partagée, chaque vie touchée n'est que le début d'un nouveau chapitre. Car au final, ce ne sont pas seulement les mots sur les pages qui comptent, mais les actions qu'ils inspirent, les changements qu'ils provoquent en nous et dans le monde qui nous entoure. Tout en parlant, Amélie réfléchissait à son propre parcours. D'une femme trahie et laissée pour morte, elle s'était transformée non seulement en une survivante, mais en une force de changement positif. Chaque défi, chaque obstacle était devenu un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il y a 15 ans, poursuivit-elle, je me suis réveillée dans une décharge pensant que mon histoire était terminée. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle ne faisait que commencer. Et le plus important, ce n'était pas une histoire que j'allais écrire seule. Ses yeux trouvèrent Nicolas dans la foule, puis Sophie, Lucas, Julie, Marie, Pierre, le docteur Thomas, Chloé. Chaque visage une page cruciale dans son récit de vie. Chacun d'entre vous, dit-elle, sa voix tremblant légèrement d'émotion, est un co-auteur de cette histoire incroyable. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque main tendue dans les moments difficiles, tout cela nous a amenés ici. La lumière du coucher de soleil baignait la place, créant une atmosphère presque magique. Amélie pouvait sentir le poids des mots non dits, des histoires encore à raconter, du potentiel infini flottant dans l'air. Alors, mes chers, conclut-elle, alors que nous célébrons une décennie d'histoires partagées, de vies transformées, rappelez-vous, chacun d'entre vous porte en lui un univers de possibilités. Chacun d'entre vous a une histoire à raconter, une marque unique à laisser dans le monde. Puissions-nous continuer à écrire ensemble cette narration d'espoir, de compassion et de transformation. Car au final, ce ne sont pas seulement les histoires que nous lisons qui nous définissent, mais les histoires que nous choisissons de vivre et de partager. Lorsqu'Amélie termina son discours, un silence révérencieux tomba sur la foule, suivi d'une explosion d'applaudissements et d'émotions. Les gens s'embrassaient, certains pleuraient ouvertement, d'autres souriaient avec une détermination renouvelée dans leurs yeux. Descendant de la scène, Amélie fut immédiatement entourée par sa famille. Sophie l'étreignit fort, Nicolas embrassa son front, et bientôt tous étaient là. Lucas, Julie, Marie, Pierre, le docteur. Thomas, Chloé. Une étreinte collective qui symbolisait tout ce qu'ils avaient à construire ensemble. Plus tard, lorsque la plupart des participants étaient partis et que la place était presque vide, Amélie se retrouva seule, marchant entre les tentes maintenant silencieuses. L'odeur des livres neufs et de l'herbe fraîchement coupée remplissait l'air. Elle s'arrêta, fermant les yeux et respirant profondément, absorbant la quiétude du moment. Un doux toucher sur son épaule lui fit ouvrir les yeux. C'était Nicolas, son compagnon de vie et d'écriture, son port d'attache dans toutes les tempêtes. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Amélie sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Je pense à toutes les histoires qui sont encore à venir, à toutes les vies que nous pouvons encore toucher. » Nicolas acquiesça, comprenant parfaitement. « Tu sais, dit-il, on dit que tout grand roman est, au fond, une histoire d'amour. »« Et le nôtre ?» demanda Amélie, ses yeux brillants dans le crépuscule. « Le nôtre, répondit Nicolas, l'attirant près de lui, est une histoire d'amour pour la vie, pour les possibilités, pour le pouvoir transformateur des mots. » Tandis qu'il marchait, main dans la main hors de la place, Amélie ressentit un profond sentiment de gratitude et de but. Son voyage, qui avait commencé de manière si douloureuse, s'était transformé en quelque chose de beau et de significatif, touchant d'innombrables vies en chemin. Et ainsi, sous un ciel étoilé, Amélie et Nicolas avançaient, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, ensemble, avec leur stylo, leur cœur et la certitude que chaque mot écrit ou prononcé avec amour a le pouvoir de changer le monde, une page à la fois. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, Amélie réfléchissait à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique où elle s'était réveillée dans une décharge. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque triomphe avait contribué à façonner la personne qu'elle était devenue. Elle n'était plus la femme brisée et trahie d'autrefois, mais une force de la nature, une source d'inspiration pour tant de personnes. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avec une nouvelle idée en tête. Assise à son bureau, elle commença à écrire frénétiquement, les mots coulant de sa plume comme un torrent.
Nicolas la trouva ainsi plusieurs heures plus tard, complètement absorbé par son travail. « Qu'est-ce que tu écris avec tant de passion ?» demanda-t-il, curieux. Amélie leva les yeux, un sourire radieux illuminant son visage. « Je crois que j'ai trouvé le sujet de notre prochain livre, Nicolas. C'est l'histoire de notre fondation, de toutes les vies qu'elle a touchées, de tous les rêves qu'elle a réalisés. » Nicolas s'assit à côté d'elle, parcourant les pages déjà remplies. « C'est magnifique, Amélie. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de la fondation, n'est-ce pas? C'est aussi notre histoire, celle de notre famille. » Amélie acquiesça. « Exactement. C'est l'histoire de comment l'amour, la compassion et la détermination peuvent transformer non seulement une vie, mais toute une communauté. C'est l'histoire de Marie et Pierre qui m'ont accueilli quand je n'avais rien. Du docteur Thomas, qui a guéri bien plus que mon corps. De Lucas, qui a trouvé sa voie à travers ses dessins. De Julie, qui a inspiré tant d'autres à raconter leur histoire. De Chloé, qui a prouvé que la rédemption est toujours possible. Et de Sophie, ajouta Nicolas avec un sourire tendre, notre petite fille qui grandit entourée de livres et d'amour. » Amélie posa sa main sur celle de Nicolas. « Oui, et de nous deux. De comment nous avons transformé notre douleur en quelque chose de beau et de significatif. » Ils passèrent les mois suivants à travailler sur ce nouveau projet, recueillant des témoignages, revisitant des souvenirs, célébrant les victoires et apprenant des échecs. Le livre devint une œuvre collective, chaque membre de leur famille étendue y apportant sa contribution. Le jour du lancement, la librairie Page d'Espoir était bondée. Des lecteurs de tous âges, des bénéficiaires de la fondation, des amis et des supporters étaient venus célébrer cette nouvelle réalisation. Amélie et Nicolas, entourés de leur famille, présentèrent fièrement leur œuvre. « Ce livre, déclara Amélie à l'Assemblée, n'est pas une fin, c'est une invitation. Une invitation à chacun d'entre vous à écrire votre propre histoire de transformation, à croire en le pouvoir des mots pour changer des vies. » Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Amélie se retrouva seule dans la librairie. Elle parcourut les étagères, effleurant du bout des doigts les livres qui avaient jalonné son parcours. Son regard s'arrêta sur « Les Hauts de Hurlevent », le livre qui avait marqué le début de son aventure avec Lucas. Elle le prit, l'ouvrit, et sur la première page, écrivit une dédicace. « À tous ceux qui ont perdu leur chemin et qui l'ont retrouvé grâce aux histoires. N'oubliez jamais que votre propre histoire mérite d'être racontée. Avec tout mon amour, Amélie. » Refermant doucement le livre, elle le remit à sa place, sachant qu'un jour, il trouverait son chemin vers quelqu'un qui en aurait besoin, tout comme elle en avait eu besoin il y a toutes ces années. Dehors, Nicolas l'attendait, tenant la main de Sophie. Ensemble, ils rentrèrent chez eux, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie, sachant que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, avec l'amour, la compassion et le pouvoir des mots comme leur plus grande force. Et ainsi l'histoire d'Amélie, qui avait commencé dans les ténèbres d'une trahison, continuait de briller comme un phare d'espoir pour tous ceux qui la croisaient. Une histoire qui rappelait à chacun que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une possibilité de renaissance, de rédemption et d'amour.